And now Khabib jumps the fence. Whoa! And he's going right at Dylan Dennis. L'UFC nous a offert certains des moments les plus palpitants de l'histoire du sport. Des KO qui nous ont laissés sans voix. Des soumissions qui nous ont fait bondir de nos sièges. Mais tous les moments vécus dans l'octogone ne méritent pas d'être revus. Certains sont si choquants, si gênants, ou tout simplement si dérangeants qu'ils auraient sans doute dû rester complètement hors champ. Des os qui se brisent en direct à la télévision. There it is. And it's always the glancing elbows, isn't it? Aux fonctions corporelles qui tournent terriblement mal, voici les moments de l'UFC qui auraient dû être censurés. La plupart des combattants sortent de l'octogone avec des contusions, des coupures, ou peut-être un œil au beurre noir. Team Sylvia en est sorti avec un bras qui semblait avoir une articulation de trop. Lors de l'UFC 122 en juin 2004, Sylvia a affronté Frank Mir pour le titre vacant des poids lourds de l'UFC. Le combat n'a duré que 50 secondes, mais ce qui s'est passé pendant ce bref laps de temps est devenu l'un des exemples les plus choquants de fracture d'un membre que les fans de l'UFC aient jamais vu. Sylvia est arrivée au combat avec un palmarès de 18 victoires et aucune défaite, et semblait imparable. La stratégie était simple, garder le combat debout, tirer parti de son avantage en allonge et éviter le dangereux jeu au sol de Mir. Mais dans un geste qui n'avait aucun sens pour quiconque l'observait, Sylvia a immédiatement plaqué Mir au sol. C'était comme voir quelqu'un tomber volontairement dans un piège. Mir, ceinture noire de Jiu-Jitsu, n'a pas laissé passer l'occasion. Il a claqué un armbar presque instantanément, tordant le bras droit de Sylvia de toutes ses forces. Ce qui s'est passé ensuite a plongé tout le stade dans le silence. L'avant-bras de Sylvia s'est brisé sous la peau. Ce n'était pas un petit craquement, ce n'était pas une fissure. Une fracture complète et visible que l'on pouvait clairement voir, même sans avoir besoin d'un ralenti. L'arbitre Herb Dean a immédiatement arrêté le combat lorsqu'il a vu le bras se plier. Mais Sylvia n'était pas d'accord. Il s'est relevé et a commencé à protester, touchant son bras et le bougeant pour prouver qu'il n'était pas cassé. Les fans ont hué l'arrêt. Ils pensaient que Dean avait commis une erreur. Puis la rediffusion est apparue sur l'écran géant et le stade est devenu complètement silencieux. On pouvait voir l'os se briser au ralenti, l'avant-bras se pliant à un angle auquel les bras ne devraient absolument pas se plier. Dean avait pris la bonne décision. Les radiographies ont révélé plus tard 4 fractures dans l'avant-bras droit de Sylvia, 2 au radius et 2 au cubitus. Elle a subi une intervention chirurgicale la semaine même et on lui a posé une plaque en titane dans le bras. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. 16 ans plus tard, en 2020, Sylvia a publié des photos sur les réseaux sociaux montrant l'état actuel de son bras. Les vis de l'opération initiale avaient commencé à sortir, dépassant de sa peau, et la zone s'était infectée. Elle a contacté l'UFC dans l'espoir que l'organisation prenne en charge les frais médicaux, puisque la blessure s'était produite lors d'un de ses combats. L'UFC a refusé, arguant que ce n'était plus son problème. Sylvia n'avait pas d'assurance et l'opération pour réparer les dégâts coûterait plus de $10 000. Sa fiancée a créé une page sur GoFundMe et les fans ont donné suffisamment pour couvrir l'opération. Mais la question restait en suspens. Pourquoi l'UFC n'aiderait-elle pas l'un de ses anciens champions à faire face à une blessure que des millions de personnes avaient vue en direct lors d'un combat à la carte? Sylvia s'était vue retirer son titre 9 mois avant le combat contre Mir, après avoir été contrôlée positif au stanozolol, un stéroïde interdit, à la suite de son combat de défense contre Gan McGee. Il avait écopé d'une amende de $10 000 et d'une suspension de 6 mois. Il a admis avoir utilisé cette substance pour l'aider à perdre du poids et s'est excusé sans tenter de clamer son innocence. Peut-être que ses antécédents ont influencé la décision de l'UFC de ne pas lui venir en aide. Ou peut-être qu'une fois le contrat d'un combattant terminé, l'organisation passe simplement à autre chose. Quoi qu'il en soit, le bras cassé de Sylvia est devenu l'un des moments les plus rediffusés de l'histoire de l'UFC, utilisé à maintes reprises pour promouvoir les futurs combats de Frank Mir. C'était effrayant, choquant et le genre de blessure qui a fait frémir les fans occasionnels et détourner leur regard. Le craquement lui-même, la façon dont Sylvia refusait de croire qu'il s'était cassé le bras et les conséquences à long terme se sont combinées pour créer un moment qui aurait probablement dû rester hors caméra. En parlant de moments qui ont dégénéré, l'UFC 229 nous a offert un combat vedette qui avait tout pour plaire. Tension, drame, talent et l'un des plus grands combats de l'histoire du MMA. Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor,
s'était lancé des insultes pendant des mois. McGregor a attaqué un bus transportant Khabib à Brooklyn, brisant les vitres à l'aide d'une brouette et blessant d'autres combattants. Il a été arrêté, accusé d'agression et contraint d'effectuer des travaux d'intérêt général et de suivre des cours de gestion de la colère. L'UFC a transformé l'attaque du bus en matériel promotionnel, utilisant les images pour vendre le combat. La tension était réelle, la haine était réelle. Et lorsqu'ils sont enfin montés dans l'octogone le 6 octobre 2018, le monde entier avait les yeux rivés sur eux. Khabib a dominé le combat dès le début. Il a mis McGregor au tapis dès le premier round et l'a contrôlé au sol. Au deuxième round, il a étourdi McGregor d'un coup droit, l'a de nouveau mis au tapis et l'a bombardé de coups depuis le dessus. McGregor a mieux réussi le troisième round, plaçant quelques coups solides debout, mais Khabib a repris le contrôle au quatrième. Il s'est hissé sur le dos de McGregor, lui a infligé un rear naked choke et l'a forcé à abandonner. Le combat était terminé. Khabib avait gagné. Mais au lieu de célébrer dans la cage, il a fait quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Il s'est éloigné de McGregor, a pointé son coin du doigt et s'est mis à crier. Puis il a jeté son protège-dents, a escaladé la barrière et a sauté dans le public pour s'en prendre à Dillon Danis, le partenaire d'entraînement et assistant de McGregor. Le chaos s'est emparé de la salle. Les agents de sécurité se sont précipités pour les séparer. Pendant ce temps, deux hommes de l'équipe de Khabib sont montés sur la cage et ont attaqué McGregor, qui se remettait encore de l'étranglement. L'un l'a attaqué de face, échangeant des coups. L'autre s'est approché furtivement par derrière et a asséné un coup de poing par surprise à McGregor, lui infligeant 4 coups avant que les agents de sécurité ne l'éloignent. Les fans ont lancé des boissons et des objets. Les policiers ont envahi le stade. Le président de l'UFC, Dana White, semblait absolument indigné. Il a qualifié cet incident de moment le plus décevant de ses 18 années à la tête de l'entreprise. La commission athlétique du Nevada a retenu la bourse de Khabib dans l'attente d'une enquête. 3 membres de son équipe ont été arrêtés par la police, mais ils ont été relâchés après que McGregor eut refusé de porter plainte. White a même envisagé de retirer son titre à Khabib en fonction de la durée de sa suspension. Lors d'une brève conférence de presse après le combat, peu après minuit, Khabib s'est excusé auprès de la commission, mais a défendu ses actes. Il a déclaré que McGregor avait dépassé les bornes en insultant sa religion, son pays et sa famille pendant la promotion du combat. Il a fait valoir qu'il y a des choses qui ne doivent pas être utilisées pour promouvoir un combat. La religion, la famille et l'héritage sont des questions personnelles, pas des outils de marketing. Khabib a également mentionné que le président russe, Vladimir Poutine, l'avait appelé pour le féliciter et lui dire qu'il était fier de lui. La commission athlétique de l'État du Nevada a finalement prononcé les sanctions. Khabib a été suspendu pour 9 mois et condamné à une amende de $500 000. McGregor a été suspendu pour 6 mois et condamné à une amende de $50 000. Des membres des deux équipes ont également été suspendus, mais le mal était déjà fait. Ce qui aurait dû être une célébration de la victoire écrasante de Khabib s'est transformé en l'une des scènes les plus déplaisantes de l'histoire de l'UFC. Dana White a refusé de remettre la ceinture de champion à Khabib dans l'arène, craignant que cela ne déclenche une émeute parmi la foule pro-Conor. Khabib est parti sans que la ceinture ne lui soit placée autour de la taille. La bagarre qui a suivi le combat a éclipsé tout ce qui s'était passé dans la cage, et les images sont devenues une tache indélébile sur l'un des plus grands événements de paiement à la séance que l'UFC ait jamais produit. Des années plus tard, Khabib a expliqué son état d'esprit dans une interview, affirmant qu'il se sentait comme un aigle chassant sa proie. Il a déclaré qu'il voulait mordre le cœur de quelqu'un. Pour lui, il ne s'agissait pas seulement de remporter le combat, mais de défendre son honneur après des mois d'attaques personnelles. McGregor, quant à lui, a donné sa version des faits, affirmant qu'il s'était défendu contre plusieurs agresseurs et qu'il avait porté des coups nets aux coéquipiers de Khabib. Cette rivalité n'a jamais donné lieu à un match revanche. Khabib a pris sa retraite en 2020 sans donner une autre chance à McGregor, laissant leur histoire inachevée mais inoubliable. Mais comme si les os cassés et les combats ne suffisaient pas, l'UFC a également dû faire face à quelque chose de bien plus embarrassant, des fonctions corporelles incontrôlables. Lors d'un événement Ruckus in the Cage en Virginie-Occidentale le 3 octobre 2015, Travis Wolford a appris à ses dépens que manger du piment avant un combat est une très mauvaise idée. Wolford affrontait Daniel Cooper dans un combat de poids lourd. Au début du combat, Cooper avait le contrôle et lançait une pluie de coups. Wolford a
tenté de se repositionner, mais Cooper lui a infligé une prise de guillotine. Et c'est là que le désastre s'est produit. Alors que Cooper serrait la prise, Wolford a complètement perdu le contrôle de ses intestins. Il a abandonné face à la prise, mais le mal était déjà fait. Lorsqu'il s'est relevé, des excréments ont commencé à couler de son short et à glisser le long de sa jambe. Le public était resté bouche bée. On a entendu une femme dans le public avoir des hauts le cœur, disant qu'elle allait vomir. Wolford est resté là, debout, visiblement embarrassé et épuisé, ne sachant pas quoi faire. L'arbitre a évalué la situation et, sagement, a décidé de s'éloigner du désastre. Le commentateur a tenté de détendre l'atmosphère en demandant en plaisantant des volontaires pour nettoyer le ring. Le promoteur de l'événement, Christopher McCorkle-Smith, a expliqué plus tard sur Facebook que Wolford avait assisté à un repas en plein air, à base de chili, avant les combats, et qu'il avait beaucoup mangé. Pendant le combat, la combinaison de l'étranglement et de la nourriture épicée a provoqué ce que Smith a décrit comme une explosion colossale. Haricots au chili et tout ce que Wolford avait mangé se sont retrouvés répandus sur tout le tapis. Smith a plaisanté en disant que Wolford avait perdu 7 kilos en un clin d'œil. La vidéo de l'incident est devenue virale, accumulant plus d'1 million de vues en seulement quelques jours. Les fans ont surnommé Wolford The Brown Bomber, un surnom qui lui est resté pour toujours. Il faut reconnaître que Wolford n'a pas laissé la honte mettre fin à sa carrière. Il a annoncé son intention de remonter sur le ring le mois suivant à Summersville pour prouver qu'il ne s'agissait que d'un accident. Mais le mal causé à sa réputation était irréparable. L'incident a été si marquant que l'Association des commissions de boxe a adopté une nouvelle règle par la suite, stipulant que tout combattant qui évacuerait des fluides corporels pendant un combat perdrait par chaos technique. C'était une règle dont personne ne pensait avoir besoin, mais Travis Wolford l'a rendue nécessaire. Si les défaillances corporelles sont certes gênantes à voir, il s'agit généralement d'accidents. Mais certains moments à l'UFC sont gênants en raison de mauvaises décisions prises avant même le début du combat. Lors de l'UFC 338 en 2011, Dennis Allman a pris une décision vestimentaire qui a laissé tout le monde, y compris le président de l'UFC, Dana White, horrifié. Allman est monté sur le ring pour affronter Brian Ebersol vêtu d'un minuscule maillot de bain bleu qui semblait plus approprié pour un tournoi de beach volley que pour un combat professionnel de MMA. Le public a grogné dès qu'il a dévoilé sa tenue. Les fans qui regardaient le combat depuis chez eux ont eu honte et Dana White était furieux. Allman a affirmé plus tard qu'il avait perdu un pari avec ses coéquipiers et qu'il avait dû enfiler ce maillot de bain en guise de punition. Mais le porter lors d'un événement diffusé en pay-per-view à l'échelle nationale devant des millions de téléspectateurs était une décision que personne n'a comprise. Le combat en lui-même n'a pas duré longtemps. Ebersol, qui avait lui-même la particularité de se raser les poils du torse en forme de flèche géante pointant vers son menton, a dominé dès le début. Il a gagné par décision de l'arbitre au premier round. Mais le vrai problème n'était pas le combat, mais ce qui s'est passé pendant celui-ci. Alors que les deux combattants se battaient au sol, la caméra a capté une image nette de l'entrejambe de Allman à découvert. Son coquille, dont White a plus tard plaisanté en disant qu'elle était de la taille d'un casque, n'a pas pu tout contenir. Le moment a été bref, mais il a suffi pour que tous ceux qui le regardaient se sentent extrêmement mal à l'aise. Dana White était tellement indigné qu'il a accordé à Ebersol une prime de $70 000, simplement pour avoir mis fin au combat à la télévision le plus rapidement possible. La prime a été officiellement enregistrée comme soumission de la soirée, mais tout le monde connaissait la véritable raison. White voulait remercier Ebersol d'avoir mis fin à ce cauchemar. Après l'événement, White s'en est pris aux employés de l'UFC qui étaient censés contrôler les combattants avant leur entrée dans la cage. Ils n'arrivaient pas à croire qu'ils aient laissé Allman combattre avec ce short. Bien que les commissions athlétiques d'État aient le pouvoir d'approuver ou de refuser les tenues de combat, elles ne sont pas intervenues dans le cas de Allman. Cette erreur a conduit White à mettre en place un code vestimentaire officiel pour les combattants de l'UFC, interdisant le port de maillots de bain de type Speedo et de toute tenue similaire dans l'octogone. Allman a défendu son choix en affirmant qu'il n'était pas le premier combattant à porter un maillot de bain de type Speedo. Il a souligné qu'au début de l'UFC, les combattants portaient toutes sortes de tenues étranges, y compris des kimonos complets et même des collants de lutte. Mais l'UFC moderne avait dépassé
cette époque, et la tenue rétro de Hallman semblait complètement déplacée. Il a même qualifié les fans qui l'ont critiqué de pervers malades et répugnants pour avoir analysé la vidéo image par image afin de repérer cette erreur vestimentaire. Mais cette défense n'a pas tenu la route. Les fans ont fait valoir qu'ils ne cherchaient pas la faute. Il était impossible de l'ignorer, car Hallman avait choisi de porter quelque chose de totalement inapproprié pour un combat. Ebersolet a pris toute cette situation avec philosophie, plaisantant en disant qu'il s'inquiétait pour le protège-tibias de Hallman et qu'il espérait que sa tenue ne lâcherait pas pendant le combat. Il semblait plus amusé qu'autre chose, affirmant que cette histoire serait quelque chose qu'il pourrait raconter à ses petits-enfants et dont il rirait. La défaite de Hallman face à Ebersol a mis fin à une série de 2 victoires consécutives et sa carrière ne s'en est jamais tout à fait remise. L'incident du maillot de bain l'a suivi partout, devenant le moment marquant de son passage à l'UFC. C'était un moment qui n'aurait pas dû se produire, un moment qui a mis tout le monde mal à l'aise et un moment qui, sans aucun doute, aurait dû rester hors caméra. Si les incidents vestimentaires étaient désagréables, la perte de sang, digne d'un film d'horreur, pouvait être encore pire. Lors de l'UFC 203 en janvier 2008, BJ Penn a affronté Joe Stevenson pour le titre vacant des poids légers de l'UFC. Penn, surnommé The Prodigy, était déjà un ancien champion des poids welter et cherchait à devenir le 2e combattant de l'histoire de l'UFC à détenir des titres dans 2 catégories de poids différentes. Stevenson était coriace, endurant et venait d'enchaîner 4 victoires consécutives. Mais dès le début, Penn a pris le contrôle total. À peine 5 secondes après le début du combat, Penn a placé un uppercut du droit qui a envoyé Stevenson au tapis. Le public a explosé. Penn a tenté de l'achever immédiatement, mais Stevenson a survécu et a réussi à se remettre debout. Penn a continué à dominer avec des jabs, des crochets et une pression implacable. Puis, alors qu'il restait moins de 40 secondes avant la fin du premier round, Penn a asséné un coup de coude brutal au front de Stevenson. La blessure s'est immédiatement ouverte et le sang a commencé à jaillir de partout. Ce n'était pas un simple suintement. C'était un véritable jet qui jaillissait et aveuglait Stevenson. À la fin du round, les soigneurs avaient du pain sur la planche. Ils ont réussi à stopper temporairement l'hémorragie, réduisant le jet à un simple filet. Mais dès le début du 2e round, Penn s'est immédiatement concentré sur la blessure. Il a lancé des jabs et des crochets qui ont rouvert la plaie et le sang a recommencé à gicler. Au milieu du 2e round, Penn a mis Stevenson au tapis d'un uppercut du gauche. Il s'est rapidement placé derrière Stevenson et lui a infligé un rear naked choke. Alors que Penn serrait la prise, le visage de Stevenson devenait rouge et le sang continuait de jaillir de son front en un jet constant. L'image est devenue emblématique. Penn exerçant une pression maximale sur l'étranglement, tandis que le sang jaillissait du front de Stevenson, maculant le tapis et les 2 combattants. Stevenson a abandonné à 4 minutes et 2 secondes du 2e round, et Penn a été sacré nouveau champion des poids légers. Les de sang perdu étaient impressionnantes. Octogone ressemblait à une scène de crime. Le visage, la poitrine et le pantalon de Stevenson étaient trempés de rouge. Les bras et le torse de Penn en étaient également recouverts. Une scène effrayante qui mettait en évidence tant l'habileté de Penn que la réalité brutale du MMA. Plus tard, Penn a plaisanté en disant que le sang l'avait aidé à lubrifier son bras, ce qui lui avait permis d'enfoncer plus facilement l'étranglement. Il a également déclaré qu'il craignait que le combat soit arrêté à cause de la coupure, mais qu'il ne voulait pas gagner de cette manière. Il voulait une fin et il l'a obtenue. Il faut reconnaître que Stevenson a fait preuve d'une incroyable résistance en survivant au premier round et en revenant à la charge au 2e. Penn était tout simplement trop habile, trop concentré et trop déterminé. Cette victoire a permis à Penn de se rapprocher encore un peu plus de la consolidation de son héritage en tant que l'un des meilleurs combattants de l'histoire du MMA. Mais l'image du sang jaillissant de la tête de Stevenson tandis que Penn l'étranglait jusqu'à le rendre inconscient est quelque chose que de nombreux fans auraient préféré ne pas voir. Ce moment a mis en évidence la violence de ce sport de la manière la plus visuelle qui soit, et il aurait sans aucun doute dû être censuré. Enfin, nous arrivons à un autre incident lié à la tenue vestimentaire qui a entraîné l'interruption d'un combat et qui a ensuite été supprimé des rediffusions officielles. Lors de l'UFC 554, qui s'est déroulé en décembre 2017, Angela Magana a affronté
Amanda Cooper dans un combat de la catégorie poids-paille lors des préliminaires. Cooper a dominé dès le début, utilisant sa lutte pour mettre Magana au sol et la contrôler. Au début du premier round, alors que Cooper était en position dominante et que Magana se défendait sur le dos, le soutien-gorge de sport Reebok de Magana s'est déplacé. La caméra a tout filmé et les spectateurs de l'UFC 218 ont pu tout voir. L'arbitre Keith Peterson a immédiatement interrompu le combat pour permettre à Magana de remettre son t-shirt en place et de se couvrir. Le public a réagi par des acclamations et le commentateur Joe Rogan a fait remarquer que les gens se souciaient davantage de cet incident vestimentaire que de tout ce qui se passait d'autre dans le combat. Peterson a repris le combat dans la même position et Cooper s'est immédiatement remis au travail, continué à dominer grâce à son combat au sol et ses coups, finissant par prendre le dos de Magana au deuxième round. Après avoir échoué à placer un rear naked choke, Cooper a repris le contrôle par-dessus et a déchaîné une pluie de coups de poing. L'arbitre a arrêté le combat à 4 minutes et 32 secondes du deuxième round, accordant la victoire par TKO à Cooper. L'UFC a rapidement édité la rediffusion officielle, supprimant 15 secondes du temps de combat du premier round pour effacer l'incident avec les vêtements. Mais le mal était déjà fait. L'incident avait déjà été vu en direct par tous les spectateurs et les extraits se sont répandus sur les réseaux sociaux presque instantanément. Magana s'est exprimée sur Twitter après le combat, exprimant sa frustration face à l'arrêt. Elle a affirmé que les arbitres ne laissaient pas les femmes se sortir de situations difficiles de la même manière qu'ils le faisaient avec les combattants masculins. Elle a fait valoir qu'elle était encore consciente, qu'elle continuait à bouger et qu'elle aurait dû être autorisée à poursuivre le combat lors d'un troisième round. Mais Cooper et de nombreux observateurs n'étaient pas d'accord. Magana n'avait pas remporté de combat depuis plus de 6 ans et enchaînait 5 défaites consécutives. Cooper estimait que Magana n'avait plus sa place à l'UFC, affirmant que le sport n'avait pas besoin d'elle, mais qu'elle avait peut-être besoin de lui. Cooper a poursuivi ses critiques lors de l'interview d'après-combat, se demandant comment Magana pouvait encore avoir confiance en elle après tant de défaites. Elle a déclaré que chaque fois qu'elle perdait, elle remettait en question ses capacités et devait reconstruire sa confiance. Mais Magana continuait de perdre et, d'une manière ou d'une autre, elle croyait toujours qu'elle était géniale. L'incident avec la tenue a ajouté une couche supplémentaire d'embarras à une soirée déjà difficile pour Magana. Il a mis en évidence les problèmes récurrents avec les tenues Reebok pour l'UFC, qui avaient causé des problèmes similaires à d'autres combattantes par le passé. Les fans comme les combattantes se sont demandé pourquoi les tenues continuaient de présenter des défaillances après des années d'utilisation. Pour Magana, ce moment est devenu un épisode de plus dans une carrière marquée par les controverses et les revers. Elle a continué à faire la une des journaux pour ses excentricités sur les réseaux sociaux, notamment un incident tristement célèbre au cours duquel elle a comparé l'apparence de la championne de l'UFC Cris Cyborg à celle du personnage principal de la franchise de films d'horreur Saw. Cyborg a riposté en s'en prenant à Magana lors d'un stage de préparation des athlètes de l'UFC à Las Vegas. Que l'incident vestimentaire lors de l'UFC 218 ait été dû à une mauvaise conception de l'uniforme, au chaos du combat ou simplement à la malchance, ce fut un moment que personne ne voulait voir. C'était gênant, inutile et, comme tant d'autres moments de cette liste, cela aurait probablement dû être censuré. Des os cassés aux bagarres d'après-combat, des défaillances physiques aux défaillances vestimentaires, l'UFC nous a offert de nombreux moments qui ont franchi la ligne entre le choquant et le franchement dérangeant. Ce sont ces moments qui nous rappellent que le MMA est brut, imprévisible et parfois trop réel. Quel de ces moments vous a le plus marqué? Donnez-nous votre avis dans la section commentaires. Et avant de partir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à MMA Rivals pour ne pas manquer les prochaines.